L'art aujourd'hui. La mort de l'art. Incertitude, essoufflement, blocage, démission. Michel Dufresne, dans l'un de ses ouvrages intitulé Esthétique et philosophie, accorde à cette inquiétude de notre temps une part importante, ainsi qu'à la notion même de l'œuvre d'art. Car, dit-il, l'on vit aussi avec l'art. L'art, comme les institutions et les œuvres dites d'art, ne sont aussi présents que les objets techniques ou les savoirs scientifiques, et ils provoquent pareillement la réflexion. Voici aujourd'hui, à ce propos, un entretien du critique d'art Gilles Hénaud avec l'esthéticien Michel Dufresne. Alors, Michel Dufresne, dans vos livres, il est souvent question soit de la mort de l'art, soit de la crise de l'art. Et vous avez d'ailleurs un mot très joli à ce sujet-là. Vous dites « Il est difficile d'être de bonne foi quand on promet de mourir ». Alors, vous croyez que les gens qui parlent de la mort de l'art ne sont pas de bonne foi, ou en tout cas que ceux qui devraient mourir ne sont pas prêts à le faire? Oui, non, je ne crois pas que personne ne va y faire harakiri, mais je crois que cette notion de la mort de l'art, elle s'impose à nous, n'est-ce pas? Elle s'impose à nous parce qu'il y a effectivement une crise de l'art. Une crise qui tient à bien des raisons, probablement à des raisons matérielles comme une commercialisation forcenée, aussi à des raisons plus spirituelles, si on peut dire, qui tiennent à une réflexivité systématique et qui, à la limite, est paralysante, n'est-ce pas? Comme on l'a vu dans l'expérience qui a été, heureusement, de brève durée, de l'art conceptuel. Oui. Et alors, il me semble que lorsque on parle de mort de l'art, ou d'anti-art, ou de non-art, et ce sont des expressions qui avaient cours au début de ce siècle déjà, n'est-ce pas? Ce qu'on veut signifier par là, c'est qu'un certain art est mort. Un certain art, c'est-à-dire cet art académique, cet art autoritaire qui imposait à l'expert ou à l'amateur cultivé, à l'homme de goût, comme on l'appelait, une certaine attitude fortement élitiste, n'est-ce pas? Cet art qui mettait le réel en représentation, qui en faisait un objet de spectacle, et qui s'astreignait lui-même à des normes précises, qui recouraient à des codes bien déterminés. Je crois que cet art-là, à la limite, ne peut plus avoir cours aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça nécessitait d'ailleurs tout un appareil conceptuel, toute une connaissance assez vaste du champ de l'art pour pouvoir juger. Mais est-ce que ça ne s'est pas toujours produit dans l'histoire? Est-ce que c'est nouveau? Je crois que le champ de l'art a toujours été conflictuel, n'est-ce pas? Et seulement nous l'ignorons, nous n'y prêtons pas attention, précisément parce que la tradition élague, n'est-ce pas, et choisit, de sorte que on ne pense par exemple à la peinture, on pense à la peinture du XVIIe siècle en évoquant Poussin, mais on oublie tout un art populaire, on oublie les almanachs, on oublie les enluminures. Quand on parle du théâtre, on oublie, ou on risque d'oublier les farces, les sottis, tout ce qui s'appelle les battleurs, les tabarins, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire que on a justement, on élimine l'art qui était le plus vivant parce que c'était le peuple qui le vivait, et on ne retient qu'un art en quelque sorte solennel, enfin, et consacré, bien sûr, dont on fait l'histoire, et Oui. comme si l'histoire se ramenait à ça.
D'ailleurs, ça me rappelle un mot de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, n'est-ce pas, qui est une figure tellement importante au début de ce siècle dans l'art contemporain, et qui disait « Je n'entre jamais dans un musée parce que je sais que je n'y trouverai pas ce que j'y cherche. » Alors, je pense qu'il exagérait, mais enfin, quand on sait ce qu'il a fait, lui, quand on sait qu'il a exposé un urinoir, qu'il a exposé un sèche-bouteille, qu'il a signé des roues de bicyclette et tout ce qu'on voudra, est-ce que c'était pas une façon très radicale de poser le problème, la problématique de l'art contemporain, justement? Absolument, absolument. Et il y a là une volonté très salubre, enfin, de scandale, en quelque sorte, de provocation, en tout cas. Mais c'est une provocation qui a produit ses effets, n'est-ce pas? Ce que Duchamp voulait dire est d'ailleurs ambigu, et il voulait que ce le fût, et il ne s'en expliquait jamais. Duchamp préférait jouer aux échecs silencieusement que parler art et parler peinture. Mais on peut dire qu'à la fois il tournait en dérision l'admiration sur commande des experts qui, du moment qu'un objet est signé d'un grand nom, se croient tenus de l'admirer, et en même temps il proposait peut-être à notre sensibilité de s'ouvrir à certains aspects émouvants ou esthétiques, si on veut, d'objets jusque-là ignorés ou méprisés. Enfin, il appelait la sensibilité à s'ouvrir en même temps qu'à se fermer aux normes, n'est-ce pas, qu'il dirigeait. Alors, moi, je crois que ces gestes de Duchamp et de tous ceux qui étaient autour de lui, enfin, qui faisaient quelque sorte équipe avec lui, sont très importants. Et nous vivons encore sur cet héritage-là, en fait. Oui, c'est assez curieux de voir comment, dès les années 1912-13, tout semble s'être déterminé dans ce champ de l'art. D'ailleurs, il y a encore des peintres qui se réclament de Malevich, par exemple. Oui. Alors, ça remonte quand même aux années 17 et même avant. Oui. Et c'est très curieux de voir comment ces ancêtres ont dit peut-être ce qu'il y avait à dire déjà, et comment l'art est devenu un peu répétitif par rapport à un certain nombre de grands noms, je pense, ou de grands expérimentateurs, en tout cas. Oui. Ah, d'autant que pour beaucoup, ça a pu être l'abstraction lyrique, par exemple, peut apparaître comme une solution de facilité. Je ne crois pas qu'elle le soit nécessairement. Et après tout, Pollock a vécu la peinture jusqu'à en mourir. Mais il se peut que certains aient trouvé là un alibi à leur paresse, enfin. Mais la mort de l'art, pour revenir à cette idée-là, je crois qu'elle a avant tout une signification politique, au sens le plus large du mot, n'est-ce pas? Après tout, il est frappant que, autour des années 20 précisément, les artistes aient déjà été sensibles au fait que, en livrant leurs œuvres aux collectionneurs ou aux musées, en les lançant sur le marché de l'art, ils se prêtaient à ce que ces œuvres fussent désamorcées, qu'elles perdent leur valeur explosive et qu'elles deviennent simplement des objets en quelque sorte récupérés. Et c'est contre cette récupération, n'est-ce pas, que les artistes que nombre d'artistes en tout cas, ont voulu que leurs œuvres aient un autre destin, qu'elles soient connues non plus seulement des experts ou des mécènes ou des riches, mais qu'elles soient connues du peuple. Voyez-vous. C'est à ce moment-là que l'idée d'une démocratisation de l'art a commencé vraiment de s'imposer.
Mais est-ce que vraiment ça existe, la démocratisation de l'art? Et est-ce que c'est même souhaitable que ça se fasse, en tout cas de la façon dont ça se fait présentement? Non. Alors, je suis bien d'accord avec vous. Et ça peut être aussi un piège, n'est-ce pas? Et c'est un piège lorsque on définit un art qui serait démocratisé comme un art de masse, c'est-à-dire un art médiocre fait sur mesure pour une masse qu'on estime médiocre. Alors, on fait les films commerciaux, on fait les chansonnettes, on fait des photoromans qui sont comme un sous-art destiné à des sous-hommes, à la limite. Alors je crois que ça n'est pas du tout la démocratisation de l'art. C'est une caricature d'art, n'est-ce pas? Et c'est les jeux du cirque, enfin, que les empereurs romains donnaient à la foule pour la distraire des luttes politiques. Il me semble qu'un art véritablement démocratique, ce n'est pas un art destiné à la masse, mais un art produit par la masse, n'est-ce pas? C'est-à-dire un art vraiment populaire. Populaire, encore une fois, non pas en ce qui s'adresserait au peuple, mais en ce qu'il serait créé par le peuple. Vous connaissez d'ailleurs, je crois, ce livre qui a été publié ici au Québec et intitulé Les Patenteux. Ah oui. Alors, c'est un livre où on montre des productions populaires, des inventions, dans un sens, qui sont parfois, est-ce que c'est de l'art? Et à ce moment-là, c'est là que se pose toute la question, qu'est-ce que c'est que de l'art, finalement? Est-ce que c'est pas une invention, une création, une production qui soit inventée, tout simplement? Oui, oui. Moi, je le crois tout à fait. J'étais très intéressé quand cet album a paru au Québec, parce qu'au même moment, nous publions en France un numéro de la revue d'esthétique qui s'appelait « L'art de masse n'existe pas », titre volontairement provoquant, et où il y avait un de mes amis avait donné un excellent article sur ce qu'il appelait les habitants paysagistes, c'est-à-dire les gens qui, surtout de banlieue ou quelquefois de province, décorent leur maison et surtout leur jardin. Et alors là, on voit très bien à la fois la capacité d'invention qu'il y a chez les bricoleurs et ou aussi bien chez les artisans, n'est-ce pas, comme ceux qui sont si florissants au Québec, et le danger qui les menace, qui est celui d'être fasciné par des stéréotypes, n'est-ce pas, par Blanche-Neige et les sept nains, ou par la cigogne sur le toit, etc. Ça, c'est un piège parce que la créativité risque de s'aliéner dans des modèles qui sont des modèles tout à fait conventionnels, enfin, comme les métaphores éculées auxquelles recourent encore certains poètes qui ne sont pas assez sévères pour eux-mêmes. Ils ont recours à des mythologies quotidiennes et oui, ils ne sont pas en dehors d'un certain culturel. Oui, c'est ça. Mais je crois que pour certains d'entre eux, n'est-ce pas, ils renoncent assez vite à cette imitation de modèles stéréotypés et ils deviennent véritablement des inventeurs, n'est-ce pas? Et c'est cet appel à la créativité en chacun qui me paraît, pour l'instant, un des faits les plus signifiants de notre époque. Mais est-ce qu'il y a des moyens de promouvoir cette créativité, de l'encourager? Dès qu'on l'encourage, est-ce que justement on ne risque pas de la récupérer? Et c'est un peu... Je crois que ce qui importe, ça n'est pas de l'encourager, mais c'est seulement de ne pas la décourager. Planifier la ville, oui, si précisément on l'aménage de façon que les habitants puissent eux-mêmes inventer leur ville et pour ainsi dire la créer, n'est-ce pas? Il faut donc que cette planification ne soit pas autoritaire, et bien plutôt qu'elle laisse à chacun la marge de manœuvre nécessaire pour s'exprimer, enfin, et pour inventer. Je crois que c'est la même chose en ce qui concerne l'art de masse.
Lorsqu'il était maire de sa commune, il le fut pendant 18 années consécutives, M. Charles Pecker entreprit de créer non seulement une zone industrielle où sont implantées plusieurs usines, parmi lesquelles Rosy et Renault, mais d'embellir son village. Parmi ces réalisations, nous mentionnerons l'entrée et le tombeau provisoire du cimetière. Avec l'aide du cantonnier du village, il avait entrepris l'embellissement du rond-point situé au centre de son village, à côté de la mairie. Il illustra l'histoire de Blanche-Neige et des Sept Nains au milieu d'un jeu de murs et d'arcs en pierre qu'il avait également construit. Il avait même prévu des jeux d'eau, des jeux de lumière colorée et une sonorisation diffusant la musique du film de Blanche-Neige. Malheureusement, l'élection de nouveau conseil municipal ne permit pas l'achèvement de cette réalisation. En effet, celui-ci s'empressa de faire détruire et jeter à la décharge publique l'ensemble des sujets. Seuls quelques arcs restent encore visibles aujourd'hui. Profondément affecté, M. Charles Pecker a raconté depuis l'histoire du rond-point en une série de peintures et qui retrace les étapes de cette réalisation et qui commença par la destruction de quelques maisons en ruine implantées à cet endroit. Seule Blanche-Neige, en ciment peint, terminée mais non encore posée, a échappé à cette destruction. Elle figure désormais au bout du jardin arrière de sa maison, d'où elle surplombe les jardins ouvriers avoisinants. Bernard Lassus, Les habitants paysagistes, Revue d'esthétique 1974. Je crois que qu'on n'a pas le droit de restreindre en quelque sorte le champ de l'art. On n'en a pas le droit. On en a pris le droit. Mais toutes les définitions qu'on tend ou qu'on a tendu à donner de l'art étaient des définitions restrictives et par conséquent sélectives, n'est-ce pas? Il s'agissait de définir l'art comme une chasse gardée réservée à des êtres d'exception qu'on appelait les artistes. Et qu'on tentait quelquefois d'admirer comme des génies, ou en tout cas, ou comme des individus maudits, etc., mais des êtres à part. Alors, il me semble qu'on peut parler d'art toutes les fois qu'il y a invention, comme vous disiez, création de quelque chose de nouveau, qui n'est pas nécessairement absolument nouveau, bien entendu, mais qui est nouveau au moins pour celui qui le fait. Et lorsque celui qui le fait, en même temps, il prend plaisir. Le plaisir de faire est ici, pour moi, l'élément déterminant, n'est-ce pas? Il faut que ce travail, qui en est un, soit en même temps un jeu, et un jeu joyeux. Et enfin, pour achever cette définition de l'art, il faut ajouter que cette pratique est aimantée par le souci de faire quelque chose de beau, c'est-à-dire de réussir son coup, n'est-ce pas? La ménagère qui se taille une robe, eh bien, elle essaie que ce soit une belle robe. De même que l'athlète qui court essaie de réaliser une performance, que ce soit une belle course. Et tout ça, c'est, à mon avis, c'est de l'art, n'est-ce pas? Je disais même dans un petit bouquin que une belle grève, c'est-à-dire une grève qui réussit, une grève qui est chaleureuse, une grève qui est dans une certaine mesure joyeuse, c'est une belle grève. Et en cela, c'est de l'art, comme n'importe quel autre événement, comme la fête, comme le feu d'artifice, comme une danse, etc. Je crois que c'est à la condition d'élargir le concept de l'art et du même coup d'en appeler à un nouveau goût, qui ne soit plus éduqué et comme le bon goût, qu'on peut évoquer un art populaire. Vous disiez d'ailleurs dans un de vos livres, peut-on à force d'art produire du non-art?
Je ne sais pas si, je crois que je vous cite là, mais on peut retourner peut-être la question. Peut-on, à force de non-art, produire de l'art? Absolument. Je pense que quand je disais qu'il faut de l'art pour produire du non-art, je voulais dire que il y a dans l'art un élément incontestable d'apprentissage et de travail. N'est-ce pas? La paysanne qui peint ici sa porte de grange, elle s'y applique, n'est-ce pas? Et il se peut très bien que la première fois, elle ne soit pas contente de ce qu'elle a fait. Mais il vient un moment où cette perfection qu'elle vise, eh bien, elle la trouve avec ses mains, n'est-ce pas? Autrement dit, il a fallu qu'elle travaille pour que ce non-art soit de l'art. Mais si l'art n'a plus de spécificité, en somme, s'il devient le produit de n'importe quelle activité, pourvu que cette activité soit joyeuse, comme vous dites, et qu'elle procure du plaisir, à ce moment-là, c'est la disparition non seulement de l'art, mais des artistes. C'est la disparition peut-être aussi de l'esthétique et des esthéticiens. Je ne sais pas. Ça ne serait peut-être pas une perte que les esthéticiens disparaissent. Mais je me plais souvent à citer un mot de Marx que je trouve très significatif. Il disait, dans une société communiste, il n'y aura plus de peintres, il y aura des hommes qui peignent. Ça C'est annonce... pas un peu de l'utopie? Je ne pense pas. Dire qu'il n'y aura plus de peintres, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hommes qui consacreront leur vie à la peinture, qui préféreront choisir ce métier-là plutôt qu'un autre, n'est-ce pas? Seulement, ça veut dire que ces hommes ne seront plus situés, ne seront plus mis sur une sorte de piédestal ou exilés dans une sorte de marge, n'est-ce pas? Ils seront des hommes comme les autres, et les autres seront des hommes comme eux. Et c'est ça qui me paraît important, n'est-ce pas? À cet égard-là, tous les thèmes élitistes du génie, etc., sont dangereux à manier. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des individus plus géniaux que d'autres, c'est bien évident, n'est-ce pas? Et c'est vrai absolument dans tous les domaines. Mais il ne faut pas durcir ces oppositions et les figer dans des classifications, dans des statuts de spécialistes, si vous voulez. Et ça me paraît important. À cet égard-là, la mort de l'art, c'est effectivement la mort des artistes, dans la mesure où l'artiste bénéficie d'un statut tout à fait particulier et qui exclut les autres. N'est-ce pas? Moi, j'ai vécu une expérience en Chine où j'ai visité un village de peintres paysans. Il faudrait peut-être dire plutôt de paysans peintres, parce que, évidemment, leur vie, ils la gagnent en tant que paysans, mais ce sont des paysans qui peignent. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous peignez? Comment recevez-vous votre inspiration ensemble? Ils disaient tout simplement, nous chantons notre vie. Et voilà, d'ailleurs, ce sont des artistes, des peintres très habiles. Autrement dit, la Qui ont du pratique métier. de la peinture Sûrement. fait qu'ils sont habiles, qu'ils sont devenus habiles, mais ça demeure un art. Ils chantent, enfin, ils peignent ce qu'ils voient, ils peignent ce qui les entoure, mais ils peignent peut-être un peu aussi ce qu'ils rêvent. Alors, je trouve que c'est peut-être c'est un des exemples qu'on peut donner pour dire que c'est peut-être pas entièrement utopique, là, ce que vous avancez comme idée. Oui, moi je crois que ce n'est pas du tout utopique, ou plus exactement que c'est bien l'utopie, mais que l'utopie, c'est ce qu'il y a de plus réel. Oui. Et là, vous donnez, je crois, alors, vous avez donné de l'art la meilleure définition qu'on en puisse donner, c'est que la vie soit chantée. Michel Dufresne, esthéticien, était l'invité du critique d'art Gilles Hainaut. Présentateur Gaëtan Barrette, collaboration technique Jean-Guy Hamelin. L'art aujourd'hui est une série d'émissions réalisée par Aline Legrand.
Merci.